Chers téléspectateurs, l'actualité de l'élection présidentielle qui vient de se dérouler a ramené au premier plan la notion de front républicain qui a été agité comme d'habitude face au fantasme d'une menace qui pèserait contre la République. Vieille recette bien connue mais qui marche toujours. Alors ça va être l'occasion pour moi aujourd'hui de vous parler du front républicain tel qu'il fut en 1956-1958, après les élections du mois de janvier 56, puisque à cette époque, effectivement, un front républicain se constitua, rassemblant un certain nombre de partis de gauche, dans la perspective de gouverner la France de la quatrième République. Alors d'abord, quelques mots sur le contexte général, sur cette quatrième République, née un petit peu dans la douleur, on s'en souvient, après le départ des affaires du général de Gaulle en 1946, deux propositions de constitution, la première rejetée par les Français, la deuxième acceptée, mais avec en gros un gros tiers de oui, un petit tiers de non et un tiers d'abstention. Autant dire que le régime de la quatrième République, issue de la Libération, naissait dans des conditions un petit peu difficiles. Alors quelle a été l'évolution politique de ce régime après le départ du général de Gaulle? On le sait, d'abord s'est mis en place le système dit du tripartisme, réunissant la SFIO, le Parti socialiste de l'époque, le MRP, issu de la résistance démocrate chrétienne, et puis le Parti communiste qui, à l'époque, était au plus haut dans les résultats électoraux. Et puis ce tripartisme, il a été brisé au printemps 1947, quand les communistes se sont retrouvés à l'écart du gouvernement, après s'être opposés au socialiste Paul Ramadier. Ils allaient rester à l'écart du gouvernement, à l'écart du pouvoir, jusqu'en 1981. Dans ce contexte, il faut signaler aussi l'apparition d'un nouvel acteur, c'est le Rassemblement du peuple français que lance le général de Gaulle en 1947, qui remporte un certain nombre de succès aux élections locales, mais qui va se heurter en 1951 aux autres partis qui vont voter la loi dite des apparentements pour lui barrer la route lors des élections de 1951. Et c'est une tentative qui se couronnera par un succès sur le plan électoral, au point que le général de Gaulle, en 1953, décidera de rentrer à Colombey une nouvelle fois et se débarrassera du RPF, qui n'a donc connu qu'une existence relativement éphémère de 6 années à peu près. Alors c'est dans ce contexte qu'en 1954, la France va découvrir le visage d'un nouveau président du Conseil, c'est Pierre Mendès France, qui a déjà une carrière politique derrière lui, mais qui, pendant quelques mois, va incarner un certain espoir, installer un style nouveau, développer une expérience, on dira, qui va être au milieu des années 50 assez marquante pour l'évolution du pays sur un certain nombre de points, notamment. Mendès France arrive au pouvoir après Dien Bien Phu, il promet qu'il va en finir rapidement avec la guerre d'Indochine, c'est ce qui va se passer avec la conférence de Genève. Il va conclure les accords de Carthage en Tunisie pour préparer l'indépendance de la Tunisie. Donc il avance sur le terrain de la décolonisation. Il va dépasser également la querelle de la communauté européenne de défense, en introduisant l'Allemagne
dans le système atlantique, mais en renonçant à cette communauté européenne de défense qui avait largement divisé les Français, les partis politiques au cours des années précédentes. Il va se heurter aussi, Mendès France, au début de la guerre d'Algérie, en novembre 1954, bien sûr. Il se heurte également à certaines réticences de l'Assemblée, au vu du mode de gouvernement qu'il tente à imposer, en s'adressant notamment directement aux Français à la radio, en passant par-dessus les parlementaires, en quelque sorte. Cela lui vaudra quelques solides inimitiés. Son gouvernement va durer jusqu'en février 1955, seulement pendant 7 mois. Il chutera à cause justement de cette affaire de la CED, le MRP, Mouvement Républicain Populaire, ne lui pardonnant pas d'avoir été hostile à cette Union européenne que voulait incarner la communauté européenne de défense. Alors dans ces conditions, nous allons avoir, quelques mois plus tard, le Front républicain. Edgar Faure, certes, a succédé à Mendès France. Apparemment, les choses vont quand même plutôt bien. La France est en train de se reconstruire. Elle bénéficie d'un fort dynamisme démographique à l'époque. Elle se rajeunit rapidement. C'est la période des 30 Glorieuses. La croissance est au rendez-vous. Le niveau de vie augmente rapidement. Mais en même temps, il y a des perdants de cette modernisation rapide, et cela va s'exprimer en termes politiques avec l'Union de défense des commerçants et artisans de Pierre Poujade, le fameux papetier de Saint-Céré, qui a dressé des catégories entières de Français contre le fisc. Alors des commerçants, des artisans, des petits paysans propriétaires, autant de catégories qui se sentent menacées par la modernisation rapide du pays. Et c'est notamment pour faire face à ce danger, ou ce qui est perçu comme un danger, que va se constituer le Front républicain en vue des élections de janvier 1956. Des élections qui se déroulent dans un contexte un peu différent de celle de 1951, puisque l'hypothèque du RPF, du Rassemblement du peuple français du général de Gaulle, a disparu. De Gaulle est rentré à Colombey et a jeté par-dessus bord le RPF. Il est apparemment, pour le moment, retiré de l'action politique. En tout cas, ces élections 1956, qui vont rassembler au sein du Front républicain les socialistes de la SFIO, les radicaux derrière Mendès France, l'UDSR, l'Union démocratique sociale de la résistance de François Mitterrand, parti charnière jouant un rôle important pour créer des majorités sous la 4e République. Ce Front républicain qui bénéficie d'un soutien distant certes, mais d'un soutien quand même du Parti communiste, va donc gagner ces élections de janvier 1956. Et il va y avoir aussi un vainqueur, tout relatif, et qu'il faut quand même signaler, c'est l'UDCA de Pierre Poujade. Pierre Poujade, qui avec 12% des voix fait une entrée fracassante sur la scène politique parlementaire et envoie à l'Assemblée à peu près une 50aine de députés, dont le jeune Jean-Marie Le Pen, élu pour la première fois à cette occasion. Il faut ajouter au Front républicain certains gaullistes devenus orphelins, des républicains sociaux, dont notamment Jacques Chaban-Delmas, qui connaîtra la carrière que l'on sait par la suite. En tout, globalement, c'est un gouvernement de centre-gauche qui doit donc se mettre en place. Alors, qui va diriger ce gouvernement de Front républicain? Évidemment, l'opinion publique pense à Mendès France. L'opinion de gauche, de centre-gauche, avait apprécié l'expérience Mendès.
vitesse et sa volonté de réforme. Mais Mendès France s'est fait beaucoup d'ennemis sur le plan parlementaire. Il a pris des mesures qui ont hérissé un certain nombre de catégories. Je pense par exemple à la question des bouilleurs de crue, à la lutte anti-alcoolique, etc. Et de ce fait, il n'est pas le mieux placé pour diriger le gouvernement issu de ces élections. Et celui qui a été élu président de la République très laborieusement à la fin de 1953, c'est René Coty, va finalement plutôt faire appel au secrétaire général de la SFIO, le plus important de la coalition de gauche constituée au sein de ce front républicain, c'est-à-dire Guy Mollet, député-maire d'Arras, qui va être la figure principale de la vie politique française entre 1956 et 1957. Il va constituer un gouvernement qui va durer pendant 16 mois, de février 56 à mai 57, ce qui constitue un record pour la 4e République où la valse des ministères était institutionnelle. Le gouvernement le plus long donc de la 4e République. Que va faire ce gouvernement de Guy Mollet? Bien sûr, il va se consacrer à certaines réformes sociales, 3e semaine de congés payés, création d'un fonds national de solidarité pour venir en aide aux vieux travailleurs dont la situation était des plus problématiques à l'époque. On va réformer la sécurité sociale en poussant les remboursements jusqu'à 80%. Sur le plan européen, c'est le gouvernement Guy Mollet qui va conclure le traité de Rome, qui va créer la communauté économique européenne, qu'on appelle couramment le marché commun à l'époque, en mars 1957. Sur le plan de la décolonisation, c'est ce gouvernement qui, en mars 56, va mettre un point final au processus d'indépendance et du Maroc et de la Tunisie, les deux protectorats d'Afrique du Nord. Dans le même esprit, la loi cadre mise en œuvre par Gaston Defferre est censée préparer l'indépendance à venir des pays d'Afrique noire, des pays de l'Union française. Alors il y a la question algérienne évidemment qui demeure. La guerre d'Algérie a commencé en novembre 1954. Elle a été relancée en quelque sorte à l'été 55 avec les massacres du Constantinois qui ont entraîné une répression très vigoureuse. Je renvoie à ce sujet à l'excellent travail de Roger Vétillard sur la question. Et puis en Algérie, la solution, celle qu'incarne notamment le gouverneur général Jacques Soustelle, qui a été nommé par Mendès France d'ailleurs, eh bien, c'est l'assimilation. À l'époque, c'est l'objectif que se fixe le gouvernement. En tout cas, dès avril 55, on a instauré l'état d'urgence. À l'automne, on a commencé à expédier le contingent en Algérie, mais rien n'est fait, le FLN reste totalement intransigeant, ne veut aucun compromis hors l'indépendance, et évidemment les Européens d'Algérie s'inquiètent dans le contexte général de la décolonisation de ce qui les attend. On le voit bien quand le 6 février 56, juste après son installation au pouvoir, Guy Mollet se rend à Alger pour y être confronté à la colère de la population européenne. C'est la fameuse journée des tomates du 6 février 1956, eh bien, Guy Mollet revient d'Algérie et convaincu que c'est l'assimilation qui est la solution, qu'il faut lutter contre le terrorisme. Il va nommer Robert Lacoste comme ministre résident en Algérie, ministre résident extrêmement socialiste mais extrêmement patriote, qui entend mettre en œuvre, encore une fois, une politique de réforme et d'assimilation
négociations. On va rappeler des réservistes, on va allonger la durée du service militaire, d'autant que l'on tombe dans les classes creuses du milieu des années 30, le service militaire porté à 22, 24 et même jusqu'à 30 mois. Le gouvernement Guy Mollet, c'est aussi l'affaire de Suez en octobre 1956, suite à la nationalisation du canal par Nasser. Eh bien, c'est l'expédition franco-anglaise que l'on sait, combinée avec l'offensive israélienne dans le Sinaï, succès militaire qui est obtenu assez facilement, mais échec politique complet à l'issue, puisque sous la pression des soviétiques bien sûr, mais aussi des Américains, les deux anciennes puissances, grandes puissances coloniales, sont obligées de renoncer à leur initiative au bout du compte. Et puis l'affaire d'Algérie qui dure, c'est un gouffre financier, hein, il faut envoyer Jean Monnet aux USA pour obtenir les crédits nécessaires, et puis dans un contexte politique à l'intérieur qui se détériore rapidement, hein, il y a une véritable contestation du régime maintenant qui se met en place, un activisme nationaliste alimenté par l'affaire d'Algérie qui devient extrêmement présent, hein, alimenté aussi par la répression soviétique en Hongrie, hein. On a vu en octobre 56 la foule parisienne entraînée par les militants nationalistes assiéger et incendier l'immeuble du Parti communiste à Paris, par exemple. En même temps, un sentiment de division dans l'opinion et de malaise du fait des campagnes lancées contre la torture à propos de la lutte contre le terrorisme en Algérie. En tout cas, le gouvernement perd beaucoup de son autorité, hein. En novembre 56, c'est sans son feu vert que les chefs militaires organisent le détournement d'avions qui permet d'arrêter les chefs du FLN à Alger. Il y a aussi la bataille d'Alger qui est gagnée par les forces de l'ordre, par les parachutistes, mais au prix évidemment d'interrogatoires un peu musclés, ce qui va développer dans le pays toute une campagne contre la torture. Tout cela évidemment contribue à fragiliser le gouvernement de Guy Mollet. En mai 56, Mendès France, qui était ministre d'État dans ce gouvernement, par exemple, va démissionner. Le Parti communiste qui assurait un timide soutien au début va également prendre ses distances, et finalement le gouvernement Guy Mollet va tomber en mai 1957. Le plus long certes de la 4e République, mais tout cela aboutit finalement quand même à sa chute, hein. Derrière lui, d'autres gouvernements, Maurice Bourgès-Monory, puis Félix Gaillard en 1957-58, et puis en 58, en mai 58, Pierre Flimelin qui arrive au gouvernement, mais c'est le moment où éclate l'insurrection d'Alger, le 13 mai 58, avec toutes les conséquences que l'on sait, hein. Tout cela se termine avec l'investiture le 1er juin 58 comme chef du gouvernement du général de Gaulle. Le gouvernement de Front républicain aura été finalement celui de la fin de la 4e République. Alors, de quoi cette 4e République est-elle morte ? L'instabilité gouvernementale qui l'a largement discréditée, 23 gouvernements en 12 ans. Elle n'a pas été en mesure d'affronter le choc de la décolonisation, étant donné ce que représentait ce processus pour une France qui s'était identifiée pendant plusieurs décennies à la plus grande France, hein, et s'était donné une vocation impériale. Et puis il y a également le contexte de la guerre froide, avec un parti communiste qui est tout à fait en dehors du jeu politique, hein. Il faut bien voir que le Front républicain constitué en janvier 1956 n'avait pas la capacité de maîtriser tous ces différents paramètres. Alors, cela dit, qu'est-il resté ensuite de cette période, de cette séquence? Guy Mollet s'est trouvé discrédité, la gauche ensuite l'a complètement rejeté. Il faut dire qu'il était très, très anticommuniste, hein. C'est lui qui disait que les communistes n'étaient pas à gauche mais à l'est, hein. Il appartenait
à la tradition socialiste anticommuniste. On lui a reproché Suez, on lui a reproché bien sûr l'Algérie. Tout un courant du socialisme, notamment à travers le PSU, s'est affirmé face à ce qu'il représentait. Il a été longtemps donc ostracisé, d'autant qu'ensuite toute la stratégie d'un Mitterrand a été de faire l'union de la gauche avec les communistes. Alors évidemment, Guy Mollet à ce moment-là apparaissait comme tout à fait critiquable. Les choses ensuite, il faut bien le dire, ont changé quand est intervenue la rupture de cette union de la gauche et quand la réalité historique du communisme a été très largement admise, y compris à gauche, ce qui a valu à Guy Mollet une certaine réhabilitation de fait. Il y a une chose certaine en tout cas, c'est qu'il avait eu les yeux grands ouverts sur la réalité du communisme. Je vais vous parler, cher Philippe, de Doriot. Alors vous allez me dire, tiens, Jacques Doriot. Oui. Eh ben non. Ah, eh ben non. C'est un autre sujet. C'est un autre. C'est Georges Doriot. Et je suis sûre que là, je vous coince. Vous ne savez pas qui c'est. Inconnu de nos services. Totalement. Ouais. Et peut-être nos chers téléspectateurs ne le connaissent pas non plus, Georges Doriot. Et pourtant, Jacques et Georges Doriot, ils sont nés à quelques mois de différence. Jacques en 1898 et Georges en 1899. Et ce sont deux petits gars de province. Alors Georges, eh bien, il est né à Valentinier, dans le Doubs. Jacques, je crois que c'était dans la Somme, quelque chose comme... Oui, dans la Somme ou dans l'Oise. Ou dans l'Oise. Bon, ils passent pas leur enfance ensemble et ils vont pas passer leurs vacances ensemble non plus. Vous verrez. Alors, vous savez pas qui c'est, vous non plus. Eh bien, pourtant, le Wall Street Journal a déclaré à sa mort que Georges Doriot était un des 10 hommes les plus influents pour l'histoire économique du monde. Car c'est l'inventeur du capital risque. Et oui, c'est un Français que personne ne connaît. Alors moi, j'avais envie de parler de lui aujourd'hui. Alors, il naît donc dans ce petit patelin. Mais comme disait Jacques, au capital, rien que sa place. Et au travail, toute sa place. Eh bien, il commence dans le travail, parce que son papa est mécanicien, et un mécanicien de génie, donc il s'appelle Auguste, le papa, et le petit Georges, eh bien, il grandit dans cette ambiance d'un atelier, il voit son père qui travaille sur des moteurs, et ça sera avec beaucoup de succès, parce que les moteurs inventés par Auguste Doriot, eh bien, ils vont même équiper des Bentley. C'est quelqu'un qui a vraiment le sens de la mécanique, l'amour des voitures, et en 1906, il va avoir sa propre marque qui finira par s'appeler DFP, Doriot et puis deux autres avec qui il s'était associé. Et le petit apprend d'une part à dessiner, d'autre part à faire marcher un moteur, et enfin, dès que le papa a vraiment son usine, enfin son atelier de production de voitures, eh bien, il commence à réfléchir comment on pourrait améliorer ça. Là-dessus, c'est la guerre, 1917, il a 18 ans, il est tout naturellement envoyé dans l'artillerie parce qu'il est dégourdi, il sait tout faire. Il s'en sort sans une blessure, bon. Il était né en septembre, donc il ne fait pas une guerre trop longue. Et puis à la fin de la guerre, eh bien, il devient ingénieur parce qu'il est intelligent. Et voilà, et son père lui dit « tu deviens ingénieur ». Le père est très intelligent parce qu'il lui dit « en ce moment, le vieux monde c'est un peu fini, il faut regarder du côté de l'Amérique, il faut voir ce qui se passe avec Ford à Détroit, c'est là-bas, l'avenir c'est là-bas, et c'est pas dans le Doubs, et c'est même pas à Paris ». Et il lui dit je connais un type, un Américain qui s'appelle Lawrence Lowell, je vais te faire une lettre d'introduction pour lui, et tu vas essayer d'entrer au Massachusetts Institute of Technology. Voilà le petit Georges parti aux États-Unis. Bon, il parle anglais, ce qui est déjà une bonne chose, ou il l'apprend assez vite. Et il va voir Lawrence Lowell qui lui dit « Ah non, moi je connais rien du tout au MIT. Par contre, je connais très bien Harvard. Et moi, je vous conseille d'essayer de rentrer à Harvard. » Et il sera un des tout premiers Français à intégrer Harvard. Il va faire des études brillantissimes et très vite,
ce qui l'intéresse, c'est le management industriel. Il est fasciné effectivement par ce qui se passe avec le Ford et puis le taylorisme, etc. Mais il se dit on peut faire mieux que ça. Il termine brillamment à Harvard, ce qui n'est pas mal, petit français dans les années 20. Il passe quelques années à New York dans une usine de voitures qu'il va profondément remanié, et puis Harvard se dit ce type-là est trop bon, on ne peut pas le laisser partir, et on lui offre une chaire d'enseignement. Donc il va passer toute sa vie comme professeur à Harvard, il va rencontrer sa femme à Harvard, il va être marié, et en même temps il a gardé des liens avec la France. Il se dit mais il se passe des choses tellement fabuleuses ici, c'est l'avenir, pourquoi la France est à la traîne? Donc il va essayer de persuader les Français de créer l'équivalent d'Harvard. Ça va plus ou moins marcher, il va réussir à faire créer un centre de perfectionnement des affaires qui aujourd'hui est devenu HEC d'une certaine façon. Et ça c'est à la fin de sa vie, il va insister et il va créer l'INSEAD à Fontainebleau, mais ça je vous en reparlerai. Donc, il devient l'autorité absolument incontestée aux États-Unis sur le management industriel. Quand c'est la guerre, il veut retourner se battre, et puis, les Américains lui disent, écoutez, vous êtes tellement bon, on vous donne un rang de colonel, et vous dirigez tout le planning militaire, et puis pendant qu'on y est, on vous fait général aussi. Ça ne mange pas de pain, et hop, le voilà général américain. Du coup, il devient américain. Jusque-là, il était français. Et il va se passionner pour l'organisation de l'armée américaine, qui n'est pas si fantastique que ça à l'époque. Hein. Et il a deux idées, l'innovation et l'environnement. Enfin, l'environnement, pas les petits oiseaux et ne pas polluer, mais dans quel environnement est-ce que l'entreprise fonctionne? Car il voit l'armée comme une entreprise, en fait. Alors l'innovation, il se dit, mais il faut absolument aller chercher les petits inventeurs qui vont trouver le plastique qui ne brûle pas quand on le met sur une flamme, qui va trouver la façon de faire des rations meilleures et qui chauffent toutes seules quand on les ouvre, ce genre de choses. Il va se dire aussi, dès 1940, si jamais les États-Unis sont en guerre, si jamais on se retrouve dans des pays très froids comme l'URSS, si jamais on se retrouve dans des pays très chauds comme la jungle asiatique, et il va préparer les États-Unis à ça. Il va lancer par exemple des nouvelles matières pour les pays froids, il va adapter les uniformes pour les pays chauds, partout il cherche les experts et même les gens pas très connus mais qui ont des idées. Et à la fin de la guerre, bon, il est adulé par la hiérarchie. On lui dit, mais vous restez dans l'armée. Il dit, non, non, ça ne m'intéresse pas. Il retourne à Harvard, mais il a quand même l'idée, parce que l'armée lui a dit, vous avez trouvé des petits inventeurs qui avaient des idées de génie, ben, continuez pour l'armée. Et il dit, non, je vais continuer, mais dans le privé, avec du financement privé. Et ça sera le début du capital risque. En fait, il trouve le type qui a une idée de génie, qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de réseau, et il met un petit peu d'argent, il l'aide, il met son carnet d'adresses à sa disposition, et ça va marcher incroyablement bien. Incroyablement bien. Par exemple, un de ses gros coups, c'est Digital Equipment, qui est le premier ordinateur personnel. Et jusque-là, les ordinateurs, c'était des trucs qui faisaient 4 mètres cubes et qui étaient évidemment réservés aux entreprises. Et il tombe sur le type qui dit ben, je pense qu'on peut faire un ordinateur beaucoup plus simple, beaucoup plus léger, que les gens auront chez eux comme une machine à coudre. Et vous savez la suite, bien sûr. Alors, le capital risque, en fait, si on regarde toutes les grandes entreprises aujourd'hui, elles sont nées de ça. Amazon, Apple, AOL, Yahoo, eBay, enfin la liste est sans fin, Minute Maid, d'avoir du jus d'orange surgelé. C'est pas tellement arrivé en France, mais aux États-Unis ça marche très bien. Il a mis 70 000 $ là-dedans. Et ça a rapporté des dizaines de millions de dollars. Les ordinateurs, je ne vous raconte pas, bien sûr, c'est encore bien plus spectaculaire. Bref, c'est quelqu'un qui a eu une vision en disant il faut aller chercher les idées là où elles sont et pas ronronner. Et il était célèbre pour commencer tous ses cours par « Qu'est-ce qu'on fait si ?» Qu'est-ce qu'on fait si les États-Unis déclarent la guerre dans un pays chaud? Qu'est-ce qu'on fait si les Russes, etc., etc.
En 1957, il va créer l'INSEAD. Il a l'idée d'un campus international en France. Donc ça sera à Fontainebleau. Les cours sont en anglais, ce qui fait grincer des dents les gens qui aiment le français. Mais enfin, c'est international et ça marche très bien. Il y a un INSEAD maintenant à Singapour, un autre à Abu Dhabi. Le premier a été créé donc par Georges Doriot avec Giscard d'Estaing. Pas lui, l'autre, Olivier. Voilà. Et puis, Georges Doriot, il est mort à 84 ans d'un cancer, dans l'indifférence générale en France, et personne ne le connaît, et c'est dommage. Bravo quand même, Georges Doriot. Chers téléspectateurs, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Max Schiavon, qui est déjà venu dans notre émission, et qui va nous parler du général Corap, un des oubliés de ceux qui ont commandé l'armée française en 1940. Avant d'aborder cette question particulière, je voudrais vous signaler la sortie du dernier numéro de la Nouvelle Revue d'Histoire, où une part importante est laissée à l'histoire militaire, qui est la spécialité de Max Schiavon, puisque nous évoquons 1917, l'intervention américaine, avec notamment des articles de Rémy Porte sur cette question. Donc la Nouvelle Revue d'Histoire, numéro 90, daté donc de avril-mai de notre année 2017, puisque nous célébrons à cette occasion évidemment le centenaire de l'intervention américaine. Alors Max Schiavon, qui est notre invité aujourd'hui, c'est un historien militaire, officier de carrière, qui a dirigé, je crois, les recherches au service historique de la défense à Vincennes, qui est l'auteur de plusieurs ouvrages qui font autorité. J'en cite quelques-uns au hasard. La bataille des Alpes de 1940, Mussolini, chef de guerre, un livre tout à fait étonnant sur le général Vautier, l'un des grands oubliés de cette période, à signaler également un album consacré aux généraux de 1940 et un autre consacré aux généraux de 1942-1945. Alors, Max Schiavon, vous nous proposez, c'est un ouvrage qui va sortir dans les jours qui viennent, vous nous proposez un ouvrage consacré au général Corap, largement oublié des Français aujourd'hui. Il commande une armée en 1940, la 9e armée, je crois, hein, et de manière un petit peu étonnante, on va en faire un peu un des boucs émissaires de la défaite que la France subit en mai-juin 1940. Hein, donc c'était un sujet qui valait la peine d'être revisité pour faire le point à ce sujet, d'autant que Corap, qui a disparu un petit peu des écrans depuis cette époque-là, avait été en amont un chef militaire de très grande valeur et reconnu comme tel. C'est pas pour rien qu'il commande une armée en 1940. Alors vous allez nous expliquer un petit peu ce dont il s'agit et quels sont les éléments de ce dossier. Corap, quelle a été sa carrière jusqu'en 1940? Alors, André Corap, né en 1878 à Pont-Audemer, en Normandie, dans une famille extrêmement modeste. Son père est tailleur d'habits dans un petit commerce, sa mère sans profession. Il va se révéler immédiatement un élève extrêmement brillant, à tel point que ses maîtres insistent pour qu'il puisse continuer une scolarité. Les parents n'en ont pas les moyens, mais ils vont trouver des industriels locaux, les Corbeaux, qui n'ont pas d'enfants, et qui vont l'adopter officieusement. Et ça sera une des chances de sa vie. Ah oui. Donc il est premier de sa classe pendant toute sa scolarité. Les Corbeaux payent un complément de scolarité à Reims, puis ensuite à Janson-de-Sailly à Paris, où il prépare Saint-Cyr. Il a de suite été attiré par le métier des armes, on ne sait pas trop pourquoi, certainement. La formation donnée par les instituteurs, la revanche. Voilà, c'est le contexte de l'époque. Comme beaucoup les conquêtes coloniales. Tout naturellement, bien sûr. Il réussit Saint-Cyr, il entre 8e de sa promotion, le plus jeune de sa promotion. Il
il impressionne ses maîtres. En fin de première année, il est premier devant 525 de ses camarades. Il a des notes mirobolantes. Il a une moyenne générale de 17,5 à Saint-Cyr qui est rarement atteinte, qui a été rarement atteinte. Il en sort 4e parce que ce n'est pas un cavalier émérite et sa note en équitation lui a fait perdre la première place, mais ça s'est joué à quelques centièmes. Et il choisit, comme beaucoup de généraux, beaucoup de futurs généraux avant lui et beaucoup de futurs généraux après eux, je pense à Juin notamment, de servir au 1er régiment de tirailleurs algériens à Alger, Blida et Cherchel. Là, il se révèle excellent, il participe à des opérations de pacification dans le Sahara. Son colonel lui suggère, et fait plus que lui suggérer de préparer l'école de guerre qu'il réussit immédiatement. Il y entre en 1905, il en sort en 1907. Il est promu capitaine et il va commander une compagnie de tirailleurs, du 3e régiment de tirailleurs en Algérie, qui participe aux opérations de pacification du Maroc, aux premières opérations sous Drude, sous Mangin, la conquête de Marrakech, la conquête de la pacification de la Chaouia, et il vit là ses premières opérations. Ensuite, un pur produit de l'élitisme républicain. Un pur produit de l'élitisme républicain. Il est repéré déjà comme un officier d'avenir, tout est confirmé, et il est muté ensuite à l'état-major de l'armée à Paris, où il va préparer la mobilisation. Donc, rappelons-le, sur des fiches cartonnées au crayon, on prépare la mobilisation de 3 700 000 hommes. Ah oui, il est au premier bureau donc de... Premier bureau, exactement, premier bureau, section de l'organisation. Il est, pendant ces années 1913, début 14, repéré par le général de Castelnau, qui le fait affecter à son état-major en cas de guerre. Ce qui fait que le 2 août 14, il rejoint la deuxième armée, qui se mobilise dans la région de Dijon, le PC de la deuxième armée. Ensuite, ils partent dans la région de Nancy. Vers la Lorraine. Alors il fait partie d'abord de la direction des étapes et des services, parce que on s'est aperçu, surtout depuis la guerre de 1870, que les services, ce qu'on appelle aujourd'hui la logistique, ont de plus en plus d'importance. Donc il va passer plusieurs mois là, il ronge son frein, il aimerait être au front, il aimerait se battre, mais on ne lui donne satisfaction que dans un deuxième temps. Donc, pour résumer sa guerre de 14, si vous voulez, il va être au front à certains moments, notamment il va commander un bataillon dans la région de Noménie, Metz-Noménie, mais le temps minimum que doit réaliser un officier supérieur, il est tellement précieux au 3e bureau, à l'état-major, donc il va être successivement dans le nord, à Nieuport, donc avec le général Élie Doisel. Il fait travailler un aviateur à son profit qui s'appelle Roland Garros. Entre autres, les anecdotes sont toujours intéressantes dans ce type de dossier. Il finit la guerre au PC de Foch, au grand quartier général interallié de Foch. Au château de Bonbon. Au château de Bonbon, ce qui lui permet de croiser Weygand, Foch, Desticker, Requin et bien d'autres futurs grands chefs. Tout naturellement, après la guerre, on le réaffecte au 3e bureau de l'EMA, où il est chef de la section qui prépare les plans en cas de guerre pour toute l'armée. Ensuite, il est nommé lieutenant-colonel, puis colonel. Il demande à servir au Maroc parce que ce qu'il a fait dans les années 11-12 l'a vraiment passionné. Il se sent une fibre de ce qu'on appelait à l'époque marocain, c'est-à-dire officier de l'armée française qui sert au Maroc. Et là, ça va être aussi, j'allais dire, la chance de sa vie. Il va participer à la guerre du Rif pendant plusieurs étapes. Il va être chef d'état-major du général Dogan, il va commander des forces supplétives. Et puis enfin, il va commander la 8e brigade en mai 26. Il va être à l'initiative d'un raid qui va capturer Abdelkrim et mettre fin à la guerre du Rif. Il est cité 4 fois à l'ordre de l'armée durant la guerre du Rif. Et là, il est connu de tous les Français, puisque sa photo fait la une des journaux comme ayant capturé Abdelkrim. Alors ce qui est intéressant, c'est qui va avoir des répercussions sur la suite, c'est que durant la fin de la guerre du Rif, il se heurte un petit peu au résident général, qui est Steg, un homme politique radical socialiste, qui a remplacé l'IOT. Et Steg négocie en sous-main avec les Rifins, ce qui au demeurant était de la haute trahison en temps de guerre, et il a été privé de son hypothétique négociation par le raid de Corap. Donc il va essayer pas de briser, mais de gêner, de ralentir la carrière de Corap. Alors Corap ensuite a un poste d'attente à la préfecture maritime de Toulon, mais c'est vraiment un poste d'attente. Il suit les cours du CHEM, le centre des hautes études militaires, et en 1931, Weygand, qui a le choix entre 30 généraux de brigade, prend Corap comme chef d'état-major. Et là, il va donc assister aux relations politico-militaires caractéristiques de la Troisième République. Ça se passe très bien avec Maginot.
ministre. Et puis Maginot mourant d'une fièvre typhoïde en janvier 1932, il est remplacé par Paul Boncourt puis Daladier. Et là, ça se passe très mal, surtout avec Paul Boncourt. Surtout avec Paul Boncourt, qui veut reprendre la main, qui veut nommer les généraux sans l'assentiment de Weygand. Weygand refuse parce qu'il dit « Moi, ce sont des gens que j'aurai sous mes ordres en cas de guerre. Il n'est pas question. » Donc ça se passe très bien. Et puis ça se passe très bien au niveau budget, puisque les budgets sont très contraints. Et pour schématiser, 50% des abattements du budget national se font sur la défense. C'est ça, ouais. Alors que la variable d'ajustement en matière budgétaire. Voilà. Les militaires voient le danger allemand dès avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, mais même l'arrivée d'Hitler au pouvoir fin janvier 1933 ne mobilise pas les politiques. Ils pensent que la société des nations, ils pensent qu'on va pouvoir d'une autre façon contraindre l'Allemagne. Voilà. Korab donc quitte, pour continuer sur Korab quitte Weygand en 1934 pour prendre le commandement de la division d'Alger jusqu'en mai 1935, il va rester à peine plus d'1 an. En mai 1935, il est nommé commandant supérieur au Maroc, donc il commande 60 000 hommes, et en même temps, il est fait général de corps d'armée. Ensuite, en 1937, il est nommé à la tête de la 2e région militaire à Amiens, donc dans lequel il chapeaute la Somme, l'Oise, et les Ardennes notamment, et toute la frontière. Et là, il se trouve face à une situation désastreuse, c'est-à-dire que autant on a fait effort sur la ligne Maginot en Alsace-Lorraine, autant les Ardennes n'ont jamais été une priorité. Et de mai 1937 à septembre 1939, il fait en sorte d'obtenir le plus de crédit possible et de faire construire des positions de défense, des fossés anti-chars de 15 km le long de la frontière. Mais on a démarré trop tard. On a démarré trop tard. Mais il avait pressenti qu'une menace éventuelle pouvait se concrétiser donc dans ce secteur des Ardennes. Alors, de 1937 à 1939, il pense effectivement que les forêts ne sont pas aussi imperméables qu'on veut bien le dire. Mais ce n'est pas encore une position affinée. Mais il pense effectivement que les Allemands pourraient franchir le Luxembourg et la Belgique, les Ardennes belges, pour attaquer dans ce secteur. Ça va s'affiner par la suite. Donc à la mobilisation, il est nommé chef du détachement d'armée des Ardennes. C'est en fait une armée, mais sans les services, sans la logistique. Le 15 octobre, ce détachement d'armée des Ardennes devient une 9e armée, effectivement, et il part au combat. Il dirige son armée le 10 mai entre Namur et Charleville. Donc, il doit défendre 110 km de frontières le long de la Meuse, avec 5 divisions en ligne, 2 de cavalerie qui vont partir en reconnaissance et 2 en réserve. Selon les normes de l'armée française, même à l'époque, dans les règlements, il aurait dû avoir au moins 10 divisions en ligne, c'est-à-dire le double. Alors, à ce moment-là, et je reviens sur ce que vous venez de dire, à ce moment-là, il prend vraiment conscience que les Ardennes ne sont pas impénétrables. De lui-même, il utilise ses bataillons de chars. Il leur donne l'ordre de franchir la forêt de Saint-Michel. Et les chars sont à peine gênés par les abattis. Il se faufile dans les fourrés, sur les pistes forestières. Il écrit au grand quartier général, il écrit à Billotte, son supérieur, le commandant du groupe d'armée numéro 1. Personne ne veut l'entendre. Il dérange. Bon, deuxième aspect qui dérange, il provoque des exercices de franchissement de la Meuse. C'est-à-dire, en visitant, il s'aperçoit que la forêt est jusqu'au bord de la Meuse, et donc cela facilite les infiltrations. Donc, il crée des commandos avant l'heure, il leur demande la nuit d'essayer de franchir, et ce plastron, comme on l'appelle dans l'armée, arrive sans difficulté à franchir la Meuse, et il dit, pour surveiller jour et nuit le fleuve, il me faudrait 3 à 5 fois plus de troupes sur 110 km. 110 km. Donc là, il prend conscience que la Meuse est vraiment un point faible français, et à tel point qu'il en parle à son entourage, il en parle à ceux qui viennent le voir. Le commissaire colonel Ray de sa famille vient le voir, il lui dit « j'ai peur qu'on attaque là ». À son chef d'état-major, il lui montre sur la carte, il lui dit « les Allemands attaqueront là » en montrant Charleville-Mézières et la région de Monthermé. Donc c'est la pointe du dispositif français. Mais qui est très faible, puisqu'on a là des divisions de médiocre valeur. Et alors que c'est là que les Allemands vont faire leur effort, avec le corps blindé de Guderian. Voilà, notamment. Pour nos spectateurs, les Allemands disposent de 10 Panzer-divisions, et je schématise parce qu'il y a également des divisions motorisées, mais dans le secteur de la Meuse, ils vont en mettre 7 sur 10. Voilà.
Ils vont faire le gros de l'effort sur ce secteur-là. Le groupement Kleist, dans lequel se trouve Guderian, comprend 5 divisions blindées, 150 000 hommes, 50 000 véhicules. Donc 50 000 véhicules qui attaquent sur quelques kilomètres, et il faut y rajouter l'aviation. Il faut rajouter donc ils percent en 24 heures. C'est ça, nous sommes là le 13 mai. On est voilà, à partir du 12 dans la journée, le 13 et le 14. 40, voilà. C'est ça, la Meuse est franchie. En 3 endroits principaux. Et c'est le début de la catastrophe. Les Allemands vont ensuite foncer vers la Somme pour gagner la mer à hauteur d'Abbeville et vont refermer en quelque sorte la nasse sur les armées françaises du Nord qui vont être progressivement réduites avec au bout du compte le réembarquement des Anglais à Dunkerque. Et puis une fois cette phase-là de la campagne terminée, les Allemands se retournent vers le sud et puis à partir de 5 juin, à peu près 5-6 juin, eh bien c'est l'attaque du deuxième front que Weygand, tant bien que mal, a essayé de constituer. Et au bout du compte, c'est évidemment l'effondrement. Les Allemands percent jusqu'à la Seine, sont à Paris le 14 juin. Et dans les jours qui viennent, le débat s'ouvre autour de l'armistice qui sera signé donc le 22 juin à Rotonde. Alors donc il y a eu cette bataille des Ardennes, la 9e armée qui est enfoncée, la rupture intervient à ce niveau-là. Alors évidemment, ensuite on a cherché des responsables en cas de défaite et le malheureux général Korab s'est retrouvé en quelque sorte en première ligne pour jouer le rôle de bouc émissaire. Comment est-ce que tout cela s'est passé? Comment est-ce que tout cela est intervenu? Alors, Korab ne s'entend pas avec son supérieur, le général Billotte. Il le connaît depuis longtemps. Billotte a des compétences, mais un caractère d'ours également. Ils ont des opinions différentes sur l'emploi des forces militaires et également au niveau politique. Ce qui peut compter. On ne peut pas le prouver, mais ce qui peut compter. Il est de quelle sensibilité, Korab? Alors, Korab est un homme de centre droit et Billotte est radical socialiste. Billotte est radical socialiste. Donc, Billotte souhaite limoger Korab dès le 14-15. On rejoue les limogeages de 1914. Le général Georges, qui commande le front du Nord-Est, souhaite limoger Unzigé, qui commande la 2e armée, qui est enfoncée à Sedan. Qui était l'armée qui se trouvait à côté à la droite de la 9e armée. De Korab, à sa droite, oui. Mais finalement, Gamelin décide de conserver Unzigé à la tête de la 2e armée et de faire permuter Korab et Giraud. Donc le 15, il est décidé que... Giraud, qui est tout à fait à l'ouest, lui, à la 8e armée. 7e armée. Giraud est monté jusqu'en Hollande, avec une très bonne armée. Donc le 15, il est décidé que Korab va prendre le commandement de la 7e armée à la place de Giraud et que Giraud viendra prendre la place de Korab. Lorsque Korab est mis au courant, il prévient son ami Giraud, puisqu'ils sont amis, il lui dit « ça ne suffira pas ». Il y a une dépression morale, nous n'avons pas les matériels, nous n'avons pas les forces suffisantes. L'armée française n'a pas la souplesse ni tactique ni stratégique. Ce qui veut dire qu'elle ne sait pas se déplacer rapidement parce qu'on est encore à la conception du front de 1914 en fait, de 1918 plus précisément. Avec tout l'appareillage de 1918. Donc Korab part vers la Belgique, il trouve son armée, la 7e armée, en pleine retraite. On lui enlève en plus des divisions qui doivent rentrer en France à vitesse grand V parce que on a compris la manœuvre allemande. C'était pas évident, ça aussi. Quand les Allemands ont percé, ils auraient très bien pu se retourner contre la ligne Maginot directement. Donc l'état-major a mis du temps, le renseignement, à voir dans quelle direction allait les Panzerdivisions. C'est ce qu'ils avaient prévu de faire en 1914. Voilà. Pour envelopper l'armée française déployée Belfort, au nord-est. l'armée de Lorraine, etc. Et donc, Korab ne commande en fait la 7e armée que 2-3 jours, il retraite vers la France, et puis l'ancienne 7e armée est dissoute, elle est recréée sous le commandement du général Frère. Et là, Korab se trouve sans emploi. Et c'est à ce moment que Paul Reynaud au Sénat explique dans un discours que, en gros, on a été trahi, les ponts de la Meuse n'ont pas sauté alors qu'ils ont sauté, l'armée Korab a été déficiente, et il prononce plusieurs fois le mot de Korab. D'accord. Le lendemain, toute la presse se reprend, fait chorus, exagère, Korab était avec sa maîtresse, Korab a été fusillé, et donc ça lui tombe dessus et il est accusé en gros de la défaite de l'armée française. C'est ça, c'est lui qui porte, le chapeau. Il porte le chapeau, indéniablement. Et donc il va commencer à se défendre, des commissions d'enquête internes sont réunies.
elles vont montrer, elles vont travailler pendant 2-3 mois, elles vont démontrer que Corap n'y est absolument pour rien, qu'il a averti, qu'il a demandé des renforts, etc. Mais l'accusation reste. L'accusation dites des mensonges, compte persister, ils resteront. Hein. Ça a été terrible, non seulement pour Corap, mais pour tout l'état-major de l'armée. Il y a une anecdote peu connue, mais qu'il faut raconter. Un officier d'état-major de la 9e armée se suicide. Et il envoie une carte postale à Paul Reynaud qui lui sera remise. Monsieur le Président, je me tue pour vous dire qu'on n'envoie pas des soldats se faire tuer sans matériel. Donc c'est lourd de sens, c'est lourd de sens. Alors Corap ensuite va retraiter parce qu'il est toujours avec sa voiture et son aide de camp, il est toujours en activité, donc il ne reste pas à Paris ou à Fontainebleau qui est son lieu de repli parce qu'il pourrait être capturé, donc il part jusqu'à Bordeaux avec le gouvernement et après l'armistice, il est placé en position de retraite, donc il se retire à Fontainebleau et tout le reste de sa vie, il va porter cette difficulté, ce poids. D'avoir été accusé. Et alors, que peut-on dire quant à la composition de son armée? Parce que l'idée a circulé selon laquelle on avait là, dans ce secteur, des troupes, finalement, pour une bonne part de réservistes. Les troupes les plus opérationnelles étaient déployées au nord pour la grande bataille que l'on attendait en Belgique. Et donc, cette 9e armée, elle était composée pour une bonne part de réservistes dont les capacités opérationnelles pouvaient être jugées limitées. Oui, alors je vais l'expliquer en essayant d'être clair pour nos téléspectateurs, parce que c'est une affaire de spécialistes. Sur l'ensemble des divisions qu'il a sous ses ordres, il y a 2 divisions légères de cavalerie qui sont des divisions, on les appelait picotin gasoil, parce qu'au essence, au carburant, parce qu'il y a une brigade est à cheval, une autre brigade est motorisée, mais la brigade motorisée n'a que 80 blindés. Bon. Sur les 5 divisions en ligne, il y en a une de grande qualité, une division d'actifs, 2 de série dites de série A, c'est-à-dire composée de 20-25% de réservistes, et 20 ou 25% de gens d'actifs et 75% de réservistes, et 2 divisions composées presque exclusivement de réservistes. C'est des divisions de série B. C'est des divisions de série B. Un cadre d'actifs pour 1000 hommes. Un cadre d'actifs pour 1000 hommes. En effet, donc, ils ont tout essayé. Il a essayé d'insuffler, de muter des gens d'actifs dans cette division, mais on n'est pas arrivé à relever le moral. On n'est pas arrivé à entraîner ces hommes de plus de 32-35 ans, donc qui avaient fait leur service militaire 15 ans auparavant. Voilà. Et alors, ce qui a été peut-être le malheur de l'armée française, c'est que ce sont ces divisions les plus médiocres qui sont à la jointure de la 2e armée, qui également a placé là 2 divisions de réservistes. Donc, sur 70 km de front, nous avons des troupes médiocres. Dans un secteur dont on était convaincu qu'il allait constituer un barrage, un obstacle tel que les Allemands n'attaqueraient pas là. Alors, c'était quand même une conviction largement répandue. La forêt des Ardennes, le grand fossé anti-char que constituait la vallée sud-nord de la Meuse. En conséquence, les troupes les plus aguerries, on les avait déployées plutôt ailleurs. C'est ça. Alors l'état-major était en fait partagé entre 2 opinions. Certains pensaient effectivement que les Ardennes étaient quasiment impénétrables, mais la plupart pensaient qu'on pouvait attaquer par là, mais qu'on aurait le temps, on aurait 4-5 jours pour amener de l'artillerie et des renforts. Et ce qui nous a manqué, c'est le temps. Cette guerre n'était même pas une question d'heures, ça a été une question de minutes parfois. Et je répète, nous n'avions pas de mobilité stratégique. Les divisions se déplaçaient en train. Les divisions d'infanterie se dépassaient en train. Il fallait 12, 15, 20 trains pour transporter la plus grande partie de la division. Il manquait des véhicules. Et donc les renforts ont été appelés dès le 12 mai, mais ils ne sont jamais arrivés à temps. Ça manquait évidemment de souplesse. Alors qu'en est-il aussi du fait que les Français auraient été informés, notamment par les services belges, de la perspective d'une offensive dans les Ardennes au cours des mois précédents? Alors, vous avez raison de rappeler ce sujet. À plusieurs reprises, il y a eu des alertes. Alors, elles sont venues des Belges, de Berlin, de Scandinavie, du Vatican. On a averti qu'il risquait d'y avoir une attaque les jours suivants. Et plusieurs fois, les armées ont été mises en alerte. Et vous connaissez le proverbe, à force de crier au loup. Et le 8-9 mai, la situation apparaît calme. Et là, le service de renseignement se trompe, parce qu'il y a déjà des indices qui font croire qu'il va se passer quelque chose. En tout cas, l'armée est mise en alerte le 10 mai matin. L'ordre d'opération arrive 3/4 d'heure, puis 1 heure plus tard. On a perdu quelques heures pour la cavalerie blindée. On a perdu quelques heures précieuses. Et dans la nuit du 10 au 11, il y a des fautes qui ont été commises, certainement. Alors que devient Corap
à l'issue de cette campagne, vous nous avez dit, il n'a plus de commandement, évidemment. Alors, il n'a plus de commandement. La défaite intervenue, mais est-ce qu'on l'a inquiété, comme certains dirigeants qui ont été impliqués, par exemple, dans le procès d'Orion? Il va témoigner au procès d'Orion. Il va témoigner. Il va témoigner sur ce qui s'est passé dans son armée. Mais ça se limite à un témoignage. Il n'est pas convoqué, il témoigne dans un bureau. Et ensuite, il se retire dans sa maison à Fontainebleau et il essaye de vivre parce qu'on a ses carnets et les difficultés de la vie quotidienne sont très importantes. Il a un ster de bois pour chauffer sa maison, il en faudrait 20 ou 30. Il élève des lapins parce qu'il n'y a pas assez à manger pour lui et ses enfants. La vie est très difficile en zone occupée, y compris dans certaines campagnes, contrairement à la légende. Et alors, ensuite, une fois la guerre terminée, on s'est retourné contre lui de nouveau? Alors, il subit d'abord une épreuve qu'il faut signaler. Son fils, donc, qui est Albert, son fils aîné, qui est né en 21, était élève à Saint-Cyr en 42 au moment de la dissolution de l'armée armistice. Il part en Algérie, il va être Saint-Cyrien, il intègre la 2e division blindée et il va être tué fin 44. Donc il perd un de ses 2 fils en 44. En 45, il est appelé à témoigner devant la commission d'enquête Serre, mais déjà sa mémoire lui fait défaut. Donc un médecin signe un certificat comme quoi son témoignage ne serait pas valable. En fait, il est victime d'artériosclérose cérébrale et il perd petit à petit ses moyens intellectuels et ces 2 dernières années de sa vie, il ne reconnaît plus ses proches et il meurt en 53. Donc plus aucune activité après la guerre et pas inquiété. Merci Max Guillavon de tous ces éclairages concernant un personnage aujourd'hui largement oublié, mais qui a donc joué un rôle important dans l'histoire militaire française durant l'entre-deux-guerres et y compris pendant les malheureuses journées de mai-juin 1940. Merci.